Bonsoir à toutes et tous, Om Shanti, Namasté. Comme d'habitude, nous allons commencer par une méditation et comme c'est un jour très spécial, puisque le pape François a quitté le corps, comme disent les Rajyogis, donc l'âme qui s'était incarnée dans ce corps s'est envolée. Eh bien, et comme c'était une personnalité, certes multifacette, mais très proche des pauvres, très proche des personnes qui ont peu, eh bien l'idée est venue de lui envoyer collectivement nos meilleures pensées de lumière. Donc je me pose tranquillement et la journée est quasiment écoulée. J'ai déjà certainement accompli beaucoup d'actions, prononcé de multiples paroles et surtout créé beaucoup de pensées. Il y a eu aussi des ressentis, des émotions, des sentiments. L'idée, c'est maintenant de lâcher prise vis-à-vis de tout ce qui vient de se passer et de retourner vers le centre de l'être, ce que je suis réellement, au-delà de l'action, au-delà des pensées, au-delà même des ressentis, c'est-à-dire un être de paix, un être de sérénité, un être de quiétude. Et tranquillement, doucement, sans forcer, simplement via le pouvoir de mon esprit et par le fait que mon esprit précisément est mon esprit, donc je dois être en mesure de lui donner une direction, je dois être en mesure de lui demander de coopérer avec moi. Eh bien, tranquillement, je vais de plus en plus à l'intérieur de moi-même, vers ce point de lumière magnifique que je suis de toute éternité. Je suis la paix elle-même. Dans l'instant présent, je n'ai absolument rien à faire. Dans l'instant présent, j'ai juste à être ce que je suis et à partager
cette beauté intérieure, tous ces trésors qui sont véritablement ce que je suis réellement. Si d'autres pensées viennent qui ne correspondent pas à ce que je suis en train de faire, eh bien, je les laisse tout simplement passer. Je les laisse filer comme des nuages filent dans le ciel ou des oiseaux. Pour les plus audacieux parmi nous, ce que nous pouvons faire, c'est également ouvrir notre cœur à la présence de la source de toute positivité, la source de tout ce qui est beau, la source de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est éternel. Et la présence de cet être qui est mon parent proche, qui tout le temps me soutient, qui tout le temps est là, même quand je ne me rends pas compte, cette présence, cette énergie, ce rayonnement, je ressens cela. Et cela me permet d'être encore plus en accord avec moi-même, en accord avec l'univers, en accord avec la vie elle-même. Il n'y a vraiment rien à faire, juste être. Et dans cet état d'être, réaliser, prendre conscience encore plus profondément que moi, la conscience vivante, moi, l'âme, je suis différente de mes rôles, de mes responsabilités, différente de ce corps lui-même, qui, comme il est dit dans certaines traditions, est mon temple. En plongeant encore plus
dans le cœur de ce que je suis, et pourquoi pas aussi relié à la source et dans le silence. Alors tout est possible. Des processus de guérison sont possibles, des processus d'alchimie intérieure, de transformation du plomb en or. Et puis petit à petit, pour la suite de ce partage, je vais tranquillement revenir à la conscience de la pièce dans laquelle je suis et de mon environnement. Donc, à nouveau, bonsoir à toutes et tous. Je suis très agréablement surpris de voir que nous sommes assez nombreux ce soir, en ce lundi de Pâques. Donc, ça, c'est fantastique. Et j'en suis très réjoui. Ben, ça veut dire que nous allons pouvoir ensemble progresser et notamment approfondir cette thématique de l'amitié avec soi-même. Alors, oui, ce qui m'est venu comme inspiration, hein, c'est que le but ultime du méditant et probablement de toute pratique spirituelle, c'est de devenir son meilleur ami. Donc, la question peut-être que je pourrais vous poser, c'est est-ce que vous, et bien comme d'habitude, vous pouvez y répondre par l'écrit ou par la parole, est-ce que vous avez l'impression d'être constamment vos meilleurs amis? Est-ce que vous avez l'impression que quelque part il y a cette unité à l'intérieur de vous, quasiment constamment, si ce n'est constamment, mais quasiment constamment, qui fait que ben, finalement, c'est pas comme s'il y avait un parlement à l'intérieur de vous-même et il y a toujours une concorde, une harmonie, une synergie à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Je serais curieux d'avoir vos témoignages. Donc, ok, merci, belle sincérité, oui, mais pas tout le temps. Ok, très bien. Ah, ok, la joie tout au fond de soi. Alors, est-ce que ça veut dire, dans ce cas-là, Solange, est-ce que ça voudrait dire que si la joie est au fond de moi, donc peut-être à la surface de moi, peut-être que c'est pas totalement la joie, en tout cas pas tout le temps, un peu comme l'image de l'océan. Donc, on sait qu'à la surface de l'océan, il peut y avoir évidemment toute une variété de météo. Et, et par contre, plus on descend, donc même s'il y a une tempête à la surface énorme, on sait que l'océan, plus on descend, plus on sera dans des eaux calmes. Ah, voilà, ça c'est un témoignage très beau, très sincère aussi. Merci beaucoup, Bawa. C'est trop difficile d'être son ami quand on s'en veut pour les erreurs répétées. Donc tout ça, c'est à l'intérieur de soi-même. OK. Ah, alors je m'oublie, je passe souvent après les autres, mais je m'écoute. Merci, Nathalie. Très beau témoignage.
aussi. Alors, a priori, pour la plupart d'entre nous, et évidemment pour votre serviteur, ouais, je partage aussi ton avis, merci Fabienne. Et pour votre serviteur de ce soir, donc c'est pareil, évidemment. Il y a quand même cette impression que parfois, heureusement pas tout le temps, mais parfois il y a quand même une lutte à l'intérieur de mon être. Il y a un combat même, et surtout avec cet objectif justement de retrouver une paix véritablement constante, une paix véritablement profonde, euh, quasiment en permanence, et si possible, pourquoi pas en permanence. Donc ça, c'est le but aussi que se fixent en tout cas les Raja Yogis, donc qui suivent ce chemin du Raja Yoga. Et il est vrai que dans la connaissance du Raja Yoga, parfois ce que l'on dit, c'est que euh, on est, euh, on est en guerre aussi. Et il y a les différentes parties de nous-mêmes qui peuvent nous jouer des tours. Et parfois, effectivement, il y avait un proverbe d'ailleurs, une citation romaine qui disait ça, je vois le bien, je l'approuve et je fais le mal. Donc il ne s'agit pas, heureusement, de faire le mal vis-à-vis des autres, quoique ça peut arriver de façon inconsciente, mais pas de façon consciente. Mais en tout cas, je sais où est le bien pour moi, mais je n'arrive pas toujours à le mettre en place. Je vais donner un exemple très, très concret. J'en parlais d'ailleurs avec d'autres Raja Yogis pas plus tard que ce matin. Comme je médite tôt le matin, moi je sais que je sais que il faudrait que je me couche tôt le soir. Et en plus avec l'âge qui progresse, hein, l'âge donc la physique qui progresse. Donc physiquement, je viens de tourner le cap des 59, donc la 60e année. C'est pas pareil quand même que dans la trentaine. J'ai commencé le Raja Yoga donc moi à l'âge de 28 ans. Et je suis bien obligé de constater effectivement que si j'ai pas un certain nombre d'heures de sommeil, la qualité de la méditation tôt le matin n'est pas la même. Voire parfois l'heure du réveil enfin, le réveil lui-même est difficile. Et je vois que parfois je bataille encore vis-à-vis de moi-même par rapport à ce qui serait bon pour moi, c'est-à-dire de me coucher plus tôt et puis effectivement des habitudes que j'ai depuis très 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 longtemps, bien avant même que je commence ce chemin et que je marche sur ce chemin du Raja Yoga. J'ai une habitude d'être plutôt quelqu'un de nocturne, donc c'est assez difficile. Il y a un vrai combat pour se coucher tôt. Donc, je trouve que c'est un très bon exemple, là, du coup, de ne pas être mon véritable ami et d'être parfois dans une phase de lutte ou de combat. Et comme le disait quelqu'un, bah, par exemple, oui, comme Bawa, si plusieurs nuits de suite, par exemple, je vois que je m'étais fixé l'objectif de me coucher tôt et puis que finalement je me couche pas si tôt que ça, même je peux m'en vouloir, effectivement. Alors heureusement, j'ai des astuces, des moyens, j'ai des points de connaissance à la fois venant du Raja Yoga, venant aussi de l'univers de la psychologie humaniste, hein, pour justement la refaire la paix avec moi-même. Parce que le but, justement, c'est pas de se flageller. Ça sert à rien de se flageller. Ça sert à rien de, de se fouetter, hein. Reconnaître qu'on a fait une erreur, voire une succession d'erreurs, ok. Et puis après, justement, le but, c'est de passer à autre chose. Mais c'est vrai que la répétition des erreurs peut donner l'impression parfois que finalement, euh, il y a une partie de moi qui n'est pas du tout mon ami, qui est plutôt quelque part mon ennemi. Et donc, bah, il s'agit de trouver les moyens de non pas d'ailleurs lutter, parce que plus on lutte contre les parties de nous-mêmes que l'on n'apprécie pas pour des bonnes raisons, on va dire le plus souvent, plus on risque de les rendre plus fortes, hein. C'est un peu
cette énergie de la pensée qu'on va envoyer et des sentiments, des émotions, en pensant tout le temps à quelque chose qu'on voudrait changer en nous-mêmes. Et de la même façon que si on veut que quelqu'un d'autre change, ben on risque, en y pensant tout le temps, de renforcer plutôt le trait de caractère de cette personne. C'est pareil pour nous-mêmes. Donc, pour la plupart d'entre nous, je pense qu'on peut partir, et d'après ce que vous avez dit, hein, on peut partir du principe qu'on n'est pas constamment son propre ami. Alors, à partir de là, ce que je vous propose, c'est un petit voyage. Bien sûr, on va continuer, on va faire comme d'habitude 3, 4 méditations. Enfin, je pense plutôt 3 ce soir. On va faire un petit voyage en utilisant à la fois les outils et modèles propres au Raja Yoga et puis quelques idées venant de la sagesse immémorielle ou immémoriale plutôt de l'Inde. Donc, il y a une question qu'on pourrait se poser. Finalement, que ce soit pour chacun d'entre nous ici, quand nous faisons l'expérience de la vie à l'instant T, on pourrait se poser la question, où est-ce que la vie, véritablement, est plutôt l'expérience de la vie, où est-ce qu'elle se produit, où est-ce qu'elle survient? Hein, par exemple, moi là, je suis dans une pièce, j'ai plusieurs écrans. Il y a de la lumière aussi, il y a une fenêtre. Je vous invite à réfléchir pour vous-même. Vous-même aussi, vous êtes dans un endroit, peut-être vous êtes seul, peut-être il y a d'autres personnes, je ne sais pas, vous êtes entouré de différents objets, il y a une atmosphère aussi. On a l'impression, et il me semble assez facilement, que la vie se passe plutôt à l'extérieur de nous. Ou est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que vous en pensez? L'expérience de l'instant T, l'expérience d'une situation à un moment donné. Par exemple, là, on est tous connectés, donc vous avez un écran devant vous. Peut-être il y en a qui n'écoutent que l'audio, je ne sais pas. Où est-ce que la vie se déroule? Est-ce qu'elle se déroule à l'extérieur ou à l'intérieur, à votre avis? N'hésitez pas à partager. Ouais, superbe. Au moment de la prise de conscience, ok. Superbe, Daniel. Ouais, les deux. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres points de vue, d'autres expériences, d'autres modèles? Alors, je dirais qu'évidemment, il serait difficile de trancher de façon abrupte, hein, et probablement que le point de vue de Solange est le bon, c'est-à-dire que bien sûr, le monde existe, donc les objets que je vois, que je perçois via mes 5 sens existent. Les autres êtres existent aussi, les autres êtres humains. Actuellement, nous sommes 8 milliards 200 millions d'âmes sur Terre, paraît-il. Bien sûr, il y a tous les éléments de la nature, il y a des milliards d'autres créatures, des animaux, des insectes, etc. Ils sont bien à l'extérieur. Mais là, ce que je vous propose de considérer, et Nathalie, effectivement, tu as deviné dans quel sens je souhaite vous proposer d'aller, c'est de considérer que l'expérience que je fais de la vie à chaque instant, c'est une expérience que je fais à l'intérieur de moi-même. Et ça, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle parce que, effectivement, ça veut dire que je vais pouvoir travailler sur ma perception de l'instant T, ma perception de la situation. Et d'ailleurs, nos amis, non pas d'Inde cette fois-ci, mais probablement que leur pensée a été influencée par
certains courants venus d'Inde, mais nos amis stoïciens, donc là on est plutôt dans la Rome antique, disaient que ce qui compte pour l'être humain, ce qui a vraiment de l'impact, c'est pas la situation elle-même, ce n'est pas l'événement, c'est le, la perception, la représentation que l'être humain se fait de l'événement. Alors on retrouve ça assez bien dans ce modèle de base du Raja Yoga, qui est le modèle de la conscience. Et dans ce modèle de la conscience, eh bien, le, avec l'esprit, l'intellect, le subconscient, donc je ne vais pas revenir en détail là-dessus. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu encore cela, ben, je vous encourage à prendre au moins les cours de base, au moins le premier cours, la question qui suis-je, on explique bien comment fonctionne la pensée et la vie à l'instant T, finalement, va se jouer effectivement à l'intersection de ces trois fonctions, on pourrait dire ces trois fonctions aussi, ces trois organes subtils. Et si par exemple, à l'instant où je vous parle, vous étiez dans un endroit où la température est glaciale, ben, évidemment, ça va influencer votre expérience de l'instant T. Et même si peut-être l'atelier vous intéresse, même si la méditation vous intéresse, vous allez dire, bon, ben, tant pis, là il fait trop froid, il fait -10, -15, je le ressens complètement, je coupe l'ordinateur et je vais ailleurs pour me réchauffer. Hein, donc il y a une influence à l'instant T, évidemment, des circonstances dans lesquelles je suis, mais ce qui est à la fois plus riche, plus complexe et parfois plus délicat pour nous êtres humains aussi, c'est que le subconscient, donc la somme de toutes les expériences que j'ai vécues depuis, bah, écoutez, depuis très longtemps, parce qu'en plus dans le radio yoga, comme vous le savez, comme dans pas mal de connaissances venues d'Orient, on admet la possibilité d'avoir plusieurs vies, hein, donc la possibilité de la renaissance, eh bien toutes ces mémoires, toutes ces données qui sont en moi-même colorent aussi la perception que je vais avoir de l'instant T. Prenons un exemple simple. Là, je vous parle en français, a priori. J'espère que c'est du bon français, j'en suis pas certain. Mais imaginons que vous soyez, vous, suédois. Ben, toute l'expérience que vous auriez de cet atelier serait forcément catastrophique et vous couperiez certainement très vite cette expérience, vous éteindriez le PC parce que vous diriez, ben, OK, cet atelier, a priori, il m'intéressait, mais là, c'est un intervenant français. Moi, je ne comprends que le suédois et du coup, ben, mon expérience n'a pas du tout d'intérêt. Et tout ça, ça viendrait simplement parce que dans vos mémoires venant du subconscient, dans cette vie-là, vous n'avez appris que la langue suédoise. Hein. Bon, j'ai pris l'exemple du suédois, mais ça pourrait être n'importe quelle autre langue. Mais vous voyez bien que dans une proportion très, 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 j'insiste là-dessus, très, très, très grande, en fait, l'expérience de chaque instant que je fais est colorée par tout ce que j'ai à l'intérieur de moi-même, et peut-être bien plus encore que par les circonstances extérieures. Donc je serais assez d'accord pour dire que oui, les, les deux dimensions, si vous passez cette expression qui est un peu réductrice, nous influencent en permanence. Mais si l'on veut finalement progresser, si l'on veut aller vers l'unification, si l'on veut éviter, alors là, je voulais m'amuser un petit peu, hein, si on veut éviter, pour celles et ceux qui ont peut-être lu Tintin quand ils étaient plus jeunes, peut-être que, ben, comme Tintin, c'était pour tous les enfants de 7 à 77 ans, enfin, au moins le journal, je ne sais pas si c'était le même slogan pour le célèbre personnage de la BD de Hergé. Mais en tout cas, on se souvient tous que soit pour le capitaine Haddock, soit pour Milou, il y avait cette bataille justement qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes,
qui fait que c'est pas si facile que ça d'être un ami pour soi-même. Et qu'est-ce qui va donc rendre cette expérience finalement d'inimitié intérieure, on pourrait dire, hein, ou de division intérieure vraiment désagréable? Ça va être justement ce que l'on appelle dans le Raja Yoga des pensées négatives sur soi-même. Je suis nul, j'aurais pas dû, c'est toujours pareil avec moi, j'y arriverai pas, etc. Dépenser, gaspiller sur soi, sur les autres. Par exemple, moi, je sais pas, je pourrais dire, bah, si j'étais Brad Pitt, voilà, si j'étais George Clooney, quand même, ma vie serait plus facile, ou si j'avais peut-être davantage d'argent, etc. Donc, il y a une partie de moi peut-être qui va créer ces pensées-là, et puis une autre partie qui sait que ça ne sert à rien, qui veut dire mais non, euh, tu es aussi un être de paix, etc. Donc peut-être qu'en méditation, je vais arriver à aller vers cette paix, et puis à d'autres moments, bah, ce sera la bataille intérieure perpétuelle, et ça peut être très fatigant. Alors on sait de nos jours hein, qu'a priori, il y a entre 15 et 20% des Français qui, par exemple, ont des insomnies. Alors, j'imagine qu'il y a des tas de causes possibles hein, à ces insomnies, mais ce que nous rapportent les insomniaques, c'est que le vélo à l'intérieur tourne très, très vite, hein. Donc, ce que je vous propose, mesdames et messieurs, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de messieurs, donc j'ai dit mesdames et messieurs, peut-être même qu'il n'y a que des mesdames, je ne sais pas. Non, je crois qu'il y a, voilà, il y a un deuxième Stéphane, donc ça c'est super. On est en masse, les Stéphanes sont en masse. On va faire une méditation, comme on le fait souvent à mi-parcours, et je vous propose de vous poser justement et à nouveau, exactement comme la tortue qui se retire dans sa carapace, je vous propose d'oublier tout ce qui vient d'advenir et d'être juste dans l'instant présent. Qu'y a-t-il précisément dans l'instant présent, au-delà de toute perception de quelque phénomène que ce soit, extérieur ou intérieur? Il y a une certitude, c'est celle que je suis. Je suis un être de paix, je suis un être de tranquillité, de quiétude.
Au bout du compte, ce qui précisément compte, ce n'est pas ce qui m'arrive dans l'existence, c'est la représentation que je me fais de ce qui arrive dans l'existence. Et c'est magique, c'est merveilleux de comprendre cela, d'en prendre conscience, parce que cela veut dire que si je ne peux pas toujours changer les circonstances de mon existence, je peux quasiment toujours, surtout si je m'entraîne, changer ma représentation ou mes représentations de ce qui est en train d'advenir dans mon existence. Voilà les amis pour cette courte méditation de milieu de séance. Alors, est-ce que tout le monde, il n'y a pas d'obligation, mais est-ce que toutes celles et ceux ici présents seraient OK, seraient d'accord pour dire que, comme le disent les anciennes sagesses, les anciennes traditions, encore une fois, tant en Occident qu'en Orient, que au bout du compte, ce qui compte, justement, ce n'est pas véritablement ce qui m'arrive, mais la représentation que je m'en fais à l'instant T. Et très souvent, c'est une représentation, bien sûr, qui est tellement automatique, qui est tellement rapide que c'est inconscient. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça ou je ne vais pas vous demander de voter, mais simplement, juste si vous pouvez dire, bon, ouais, après tout, c'est OK pour moi, ça fait longtemps que je raisonne en ce sens, ou non, finalement, je ne suis pas du tout d'accord et je vais l'exprimer. N'hésitez pas. OK? N'hésitez pas à dire s'il y a des variations, le ressenti de ce que je vis. Oui, tout à fait, Nathalie. Yes. Alors, ce qui est intéressant, si on creuse, voilà, OK, super. Ce qui est intéressant aussi, le ressenti, c'est que c'est une grille de lecture, enfin plutôt c'est un outil de lecture du monde, justement. Et on sait qu'il y a certaines personnes qui utilisent beaucoup plus leur rationalité pour justement comprendre les situations et vivre aussi les situations pour lesquelles le ressenti n'est pas si facilement que ça accessible, et peut-être encore plus dans nos sociétés modernes qui ont tellement valorisé l'intellect, etc. En revanche, il y a aussi certaines personnes pour lesquelles le ressenti est le mode privilégié de connexion avec le monde, et peut-être que ce n'est pas aussi toujours bon.
Ce n'est peut-être pas toujours ça. Et peut-être que l'idéal, ce serait d'avoir la possibilité d'utiliser les deux modes de lecture, les deux modes de perception. Hein, parce que si je fonctionne uniquement sur la base du ressenti, comme exactement ce que vient de dire Fabienne, comme mon ressenti de toute façon est un outil de perception qui est le fruit de tout ce que j'ai vécu dans le passé, donc des expériences heureuses et moins heureuses, etc., il peut aussi me tromper. Il peut aussi me tromper. Donc probablement que ce qui est intéressant, c'est de savoir utiliser les deux modes de perception. Et c'est pour ça que le, la méditation du Raja Yoga, en particulier, est très très puissante parce que elle peut véritablement permettre de prendre du recul à la fois par rapport à nos pensées. Tiens, c'est marrant, là j'ai des pensées négatives, tiens, j'ai des pensées perdues, là pourquoi j'ai des pensées perdues, etc. Et ce qui est super, c'est que je peux avoir des pensées et m'observer en train d'avoir des pensées. Mais ce qui est fabuleux aussi, c'est que je peux éprouver un ressenti et m'observer en train d'avoir un ressenti. Ça, c'est fabuleux, mesdames et messieurs, c'est la merveille de la conscience humaine, hein, c'est qu'on peut vivre une expérience et on peut s'observer vivre cette expérience en même temps. Donc, renforçons ce positionnement, renforçons ce point de vue qui est un point de vue qui est ce qu'on appelle celui de l'observateur détaché, mais ça ne veut pas dire que je deviens indifférent, ça ne veut pas dire que je ne ressens plus rien, non, je ressens et en même temps, je suis capable de prendre un peu de recul par rapport à mes ressentis, surtout s'ils ne sont pas véritablement appropriés. Imaginons que je sois dans les circonstances qui soient plutôt favorables, et puis, tiens, je ressens de la colère, tiens, je ressens de la tristesse, etc. Bon, ben, j'accueille ça, j'accueille ces émotions, j'accueille ces ressentis, mais comme ils ne correspondent pas véritablement à ce que je suis en train de vivre là, ben, je reviendrai plus tard dessus, je me poserai des questions. Mais là, je vais essayer, sauf si vraiment ça m'envahit complètement, ben, à ce moment-là, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je me retire de la situation. Il y a quelque chose peut-être d'invisible, de subtil qui a déclenché ça, comme ça arrive parfois notamment pour des personnes qui ont été traumatisées, hein, qui se retrouvent dans les circonstances similaires à ce qu'elles ont vécu, mais évidemment, comme elles sont dissociées des circonstances du traumatisme, ben, elles ne comprennent pas pourquoi il y a des émotions qui viennent autant les perturber. Mais on va dire que si on est dans des situations qui sont de moindre intensité, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on peut se distancer un petit peu de ce que l'on est en train de vivre et du coup recréer une forme d'harmonie, redevenir quelque part un ami avec soi-même. Et pour terminer, donc, ben, vous le savez, pour celles et ceux qui sont... Alors, quand on est en colère, prendre conscience de sa colère la fait retomber. Alors, oui, dans le meilleur des cas. Après, tout va dépendre, encore une fois, de ma trajectoire de vie. C'est vraiment tellement unique. Chacun est tellement unique. C'est vrai que il y a une méthode, par exemple, qui s'appelle la méthode Tipeee, hein, vous pourrez rechercher, qui est j'accueille toutes les sensations reliées à n'importe quelle émotion, d'ailleurs pas seulement la colère, et le propre des émotions, c'est qu'elles ne durent pas éternellement. C'est comme des vagues, et donc c'est la vague de la colère ou la vague de la tristesse, la vague de la déception, etc. À un moment donné, si je l'accueille bien au niveau des sensations, j'observe les sensations, justement, c'est ça qui est fabuleux, j'observe les sensations. Tiens, là j'ai une boule dans la gorge, tiens, là j'ai les mâchoires qui sont serrées, et puis petit à petit, la sensation va s'évaporer. OK, on va dire 8 ou 9 fois sur 10. Mais après, il y a d'autres cas de figure où ce sera différent. En tout cas, nous, effectivement, les êtres humains, nous les âmes, on a ce pouvoir fabuleux de vivre l'expérience de la vie humaine. Donc, en fait, cette expérience, elle est à l'intérieur de nous et de s'observer vivre
cela, observer nos ressentis, observer nos pensées. Et donc, essayons de tirer parti de cela. Et je pense que toute voie spirituelle, je dirais, réelle, va dans ce sens-là, pour justement retourner vers l'amitié complète avec soi-même. Ce que je définirais comme amitié complète avec soi-même, c'est justement accueillir tout ce qui est, accueillir l'expérience de la vie sans produire ce qu'on appelle dans le Raja Yoga justement des pensées négatives ou des pensées perdues. Alors les pensées négatives, ce sont vraiment des pensées empoisonnées qui vont me faire beaucoup de mal et à terme peut-être me rendre malade ou créer vraiment des problèmes dans mon existence parce qu'elles sont associées aux sentiments et aux émotions, bien sûr, euh, perturbatrices, perturbateurs. Et l'idée, ben justement, c'est d'aller dans l'acceptation qui n'est pas la résignation, hein. Simplement, la sagesse, et là on va parler de la sagesse qui vient de l'Inde, mais encore une fois, elle a été présente à d'autres endroits du monde, c'est tout simplement d'accepter ce qui est d'accepter tout ce que je ne peux contrôler, tout ce sur quoi je n'ai aucun impact, hein, que ce soit une décision politique du président des États-Unis, que ce soit la météo, il y a tellement d'éléments dans l'existence que je ne peux pas maîtriser, et heureusement, parce que je n'aurais pas la sagesse hein, pour utiliser ce pouvoir de la maîtrise. Et donc, à moi d'apprendre à lâcher prise, et du coup, je redeviendrai de plus en plus mon propre ami. Donc là, l'idée, c'est encore une fois, ce sont des propositions hein, qui vous sont faites là. On n'est pas du tout obligé de les accepter. Ça m'intéressera de savoir ce que vous en pensez. On va voir quatre principes qui sont issus de la sagesse venant de l'Inde, donc à la fois du bouddhisme, de l'hindouisme, et puis il y a tellement de chemins spirituels en Inde, que le Raja Yoga aussi pourrait reprendre à son compte, mais on peut les formuler, nous, différemment par rapport à la connaissance propre au Raja Yoga. Donc, premier principe, toutes les personnes qui sont dans mon existence, même si je ne les apprécie pas forcément, de toute façon, elles ne sont pas là par hasard et elles sont là pour probablement, encore une fois, si la relation avec telle ou telle personne est difficile, probablement pour m'enseigner quelque chose sur l'existence, euh, peut-être apprendre quelque chose, probablement le plus souvent quelque chose que je dois apprendre sur moi-même. Tout ça, ça pourrait être lié à la loi du karma, mais je ne vais pas trop élaborer là-dessus. Mais en tout cas, ce que l'on propose dans le Raja Yoga, justement, c'est de ne pas poser la question pourquoi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, comment ça se fait, etc. Mais c'est plutôt de se dire pourquoi en deux mots, donc quel est le sens de ce que je suis en train de vivre, et très souvent le sens de ce que je suis en train de vivre, en tout cas quand c'est une situation qui n'est pas agréable, c'est probablement que je dois développer une qualité, une vertu, ou renforcer une qualité, renforcer une vertu. Est-ce que c'est la patience? Est-ce que c'est le courage? Est-ce que c'est la détermination? Vous savez qu'il y en a des dizaines des vertus et probablement que euh, tous ici, on n'a pas encore toutes les vertus, hein. Donc, en tout cas, on n'a pas au degré maximal toutes les vertus. Est-ce que ce principe vous agrée globalement? Est-ce que vous seriez prêt? Mais vous, encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Mais ça m'intéresserait d'avoir un peu votre feedback. Est-ce que ce premier principe vous agrée globalement ou ça vous met plutôt en colère de vous dire, bah non, là, franchement, cette personne là qui est dans mon existence ou ces personnes-là, je ne veux pas entendre parler du fait que elles sont là pour une bonne raison. C'est OK? OK, Nathalie, OK. All right. Voilà, au début, on dit peut-être OK du bout des lèvres, mais
Bien sûr, plus on progresse et plus on comprend aussi que nous sommes dans une pièce de théâtre, quelque part. Nous sommes dans une pièce de théâtre. Chacun joue un rôle. Il y a des personnes qui, à l'instant T, jouent un rôle plutôt positif, agréable vis-à-vis de nous, vis-à-vis du monde en général. Et il y en a d'autres qui jouent des rôles de méchants. C'est exactement comme dans les pièces de théâtre ou dans les films. OK? Donc, s'il n'y a pas d'opposition majeure à ce premier principe, on va passer au deuxième principe. Donc, je rappelle, ces principes-là sont à garder à l'esprit ou sont à méditer, méditer dans le sens réfléchir pour que je les intègre de plus en plus au quotidien afin de diminuer mes pensées négatives, de diminuer mes pensées perdues, mes pensées inutiles par rapport aux situations de l'existence, par rapport aux relations, etc., etc. Deuxième principe, là c'est par rapport au passé. Là, ça peut être encore plus dur, hein, peut-être. Donc, encore une fois, moi, je vous propose ça comme sujet de méditation. Dans le Raja Yoga, nous, on parle de la grande pièce de théâtre de l'existence. Et donc, effectivement, c'est la meilleure chose qui puisse arriver parce que, encore une fois, et ça, je pense qu'avec certains, on l'avait déjà vu, parfois, ça peut nous paraître difficile de ressentir cela, évidemment, hein. Si on, encore une fois, il ne s'agit pas de nier tout ce qui a pu se passer de désagréable dans notre existence. Mais encore une fois, notre corps, notre esprit sont faits pour fonctionner selon les principes de positivité et d'optimisme, hein. Et on le voit bien parce qu'effectivement, dès qu'on est négatif, dès qu'on est pessimiste, dépressif, etc., notre corps fonctionne moins bien, hein. Notre système immunitaire, notre digestion, enfin, tous les organes, toutes les fonctions. Donc, l'univers est fait pour fonctionner sur le principe de la positivité. Ça veut dire que globalement, l'univers est positif et l'univers fonctionne sur des énergies positives. Mais évidemment, nous, comme on est pris par nos rôles, etc., quand on a des circonstances désagréables, voire très désagréables, c'est plus difficile à voir ça. Mais si on pouvait prendre du recul, donc encore une fois, si on pouvait se détacher, on verrait que tout est pour le mieux. Tout est pour le mieux. Et sur le long terme aussi, le négatif se transforme en positif. Oui, voilà, aussi difficile, Fabienne, que soit la situation, cette dernière est là pour nous faire évoluer, tout à fait. Ok, donc pas d'objection majeure, votre honneur. On continue avec le troisième principe. Donc je répète, tout ça, voilà, ce qui est juste est parfait, même si ça nous paraît injuste. Ouais. Mais bien sûr, après, les amis, on a tous conscience, et votre serviteur de ce soir, pareil, je peux très bien connaître tout ça, mais le temps de l'intégrer, c'est là le sujet du progrès spirituel. Je peux connaître ça de façon intellectuelle, me dire que tout est parfait, et puis quelqu'un me coupe la route, je ne sais pas, ce matin ou demain matin, et puis je vais peut-être avoir une réaction, hein. Donc, tout ça, ça demande de la maturation. Mais c'est bien de se le rappeler, hein. La pédagogie, c'est la répétition. Troisième principe, c'est la question que, encore une fois, c'est un peu comme dans la nature. En tout cas, quand la nature n'est pas perturbée comme elle est actuellement, tout arrive au bon moment. Ce qui a été semé va être récolté au bon moment. Ce que parfois nous attendons avec impatience, mais si on peut-être on lâche prise, va finir par arriver. Et c'est notre impatience finalement qui bloque le fait que cela arrive. Je pense qu'on a tous entendu parler de ces parents qui veulent désespérément, désespérément avoir un enfant, qui essayent toutes les techniques. Tu sais qu'à notre époque, il y a plein de techniques, hein, pour essayer d'avoir des enfants, et puis ils n'y arrivent pas, et ils lâchent prise. Et tiens, comme par hasard, il y a un enfant qui apparaît dans le ventre de la mère. Donc, effectivement, dans nos sociétés où il suffit d'appuyer sur un clic de souris pour commander ceci sur tel ou tel site pour le recevoir le lendemain, etc., ça ne nous apprend pas cette loi du temps
que tout vient à point, qui sait attendre, effectivement, que il y a un temps pour toute chose, comme il est dit aussi dans les Écritures chrétiennes, hein, je crois que c'est l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour toute chose. Et donc, oui, réapprenons un peu comme ces jeunes femmes là qui marchent avec leur parapluie. Et c'est quand on va dans des pays comme ça, alors malheureusement dans les grandes villes aussi, maintenant c'est l'impatience qui règne avec les embouteillages, etc. Mais dès qu'on sort, dès qu'on va dans les campagnes, et heureusement aussi dans nos campagnes, je pense qu'on peut le retrouver, ou tout simplement dans la nature, le rythme de la nature, c'est un rythme lent, c'est un rythme qui sait attendre. Et le dernier principe, savoir mettre un point au passé, justement, quelle qu'ait été la séquence que j'ai pu vivre, que ce soit une séquence de bonheur ou une séquence plutôt désagréable, etc. Ben, à moi, encore une fois, d'accueillir les émotions, les sentiments qui naissent, etc., reliés à ça, mais petit à petit, de savoir passer à autre chose. Ça me fait penser à une très grande yogi que j'ai bien connue, donc qui fait partie du mouvement du Raja Yoga, qui a été une des leaders. Je rappelle que le Raja Yoga des Brahma Kumaris peut se targuer d'être le plus grand mouvement spirituel au monde avec un leadership féminin. Et moi, je sais que je suis très, très fier de cela. Et donc, cette leader qui a été jusqu'à l'âge de 100 ans plus, peut-être 104 ans, donc co-responsable de l'organisation au niveau du monde qui s'appelait Daddy Yankee, qui n'est plus des nôtres depuis 2020. Mais la toute première fois où je l'ai rencontrée, j'étais en Asie. Et ce qu'elle m'a dit au début m'avait choqué, parce que moi, je débutais juste sur le chemin, j'avais 28 ans. Et donc, j'étais à Kuala Lumpur. C'était la première grande retraite spirituelle à laquelle j'assistais, parce que j'étais tout nouveau sur ce chemin. Et elle allait s'envoler le lendemain pour Bangkok. Et elle disait, ou pour un autre pays d'Asie, elle disait, mais écoutez, demain, je serai à Bangkok ou je serai à Ho Chi Minh ou je serai je sais pas où et je ne penserai plus à vous. Hein. Et nous, on avait plutôt, évidemment, on avait besoin de proximité avec un être qui était aussi délicieux, aussi exquis. Et donc, moi, je sais que ça m'avait choqué, mais j'ai fini par comprendre bien des années plus tard que c'est elle qui avait raison. Parce qu'il fallait qu'elle elle soit complètement présente pour toutes les personnes qu'elle allait rencontrer à Bangkok ou à Ho Chi Minh ou à Singapour ou je ne sais où. Il fallait qu'elle soit complètement présente pour ces personnes et qu'elle soit elle-même dans l'instant présent complètement, pour vivre l'instant présent, le présent étant un cadeau. Donc nous avons oublié cet art, réapprenons cet art. Mais encore une fois, il s'agit de ne pas supprimer, il s'agit de ne pas réprimer, parce que sinon après, ça ressurgit plus fort. Mais réapprenons cet art de vivre dans le présent. Et ce sera une autre façon de redevenir nos propres amis. Voilà les amis, il y aurait certainement beaucoup d'autres choses à dire, à, à partager, mais je vous propose, sauf si vous avez peut-être des questions ou des commentaires, bon, on approche de 8 heures, ce serait bien de commencer la méditation, mais si vous avez quelque chose à dire, à partager. Vous êtes bienvenue. Et éventuellement une question, prendrez une seule question et je ne suis même pas sûr de savoir y répondre. Hein. Mais sinon, je vous proposerai de terminer par, bien sûr, la méditation. Bon, super. Bah, écoutez, on va terminer par la méditation. Alors, je vais déjà relancer la musique. Donc, les amis, bah, justement, on va aller là cette fois-ci, ça y est, on va être à 100% du temps notre propre, notre meilleur ami. C'est ça en fait. Il s'agit de redevenir son meilleur ami. En sachant que la source, bien sûr, elle est là pour nous réapprendre cela. Elle est là pour nous réapprendre à être. Elle est notre meilleur ami constant. On n'en a pas toujours conscience, mais le but de la source, c'est qu'on soit autonome et que nous-mêmes, on redevienne notre propre
meilleur ami. Parce que finalement, bien, en permanence, je suis, je suis en ma propre compagnie. Donc, autant que ma propre compagnie soit la meilleure possible. Alors, juste parce qu'il faut que je fasse attention avec le son. Là, j'ai essayé différents partages d'écran. On va revoir là. Tac, on va faire un partage basique, partage audio. Hop. Donc, il y a eu beaucoup de paroles, d'outils. J'entends a priori que la musique n'est pas là. Mais écoutez, c'est une bonne situation pour s'entraîner à méditer sans musique et très vite sans le son de ma voix. Donc, on va terminer encore une fois avec cet exercice de revenir à l'intérieur de soi-même. Et je réponds à la question: qui suis-je? Je suis un être de paix, un être de lumière, un être de quiétude, de tranquillité. La paix est ma vraie nature. Et à l'instant T, je suis mon meilleur ami parce que je me donne le meilleur. Je me donne le cadeau de la présence à moi-même, la présence au vrai soi. Quand je suis dans ce niveau de conscience, quand je suis connecté au vrai soi, alors je suis mon meilleur ami. C'est vraiment un très doux sentiment que d'être son meilleur ami, que de pouvoir se dire: je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. Tout comme la source m'aime et m'accepte inconditionnellement.
C'est probablement l'un des secrets ultimes de toute spiritualité authentique. Être si proche de soi-même, du cœur de l'être, que l'on accepte tout. Tout ce qui s'est passé jusqu'ici était la meilleure chose qui pouvait se passer. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les relations que j'ai eues, sont les relations que je devais nouer, etc., etc. Tout est bien, tout est pour le mieux. Et ceci n'est pas le fait de se résigner, mais plutôt d'économiser mon énergie intérieure afin de mieux l'utiliser, notamment si je dois changer une situation extérieure. Et je sais que je pourrais d'autant mieux changer une situation extérieure si j'en change ma représentation. Et le fait de me dire que tout a un sens, l'univers n'est pas là pour me tendre des pièges. L'univers est là pour moi, à condition que je revienne régulièrement au centre de l'être et que je me relie à la source. Voilà les amis, c'est la fin de cet atelier. Je vous remercie d'y avoir pris part. Je vous souhaite le meilleur du meilleur pour la semaine à venir en étant vos meilleurs amis, en pouvant compter sur vous-même constamment. En vous rappelant que cet atelier sera très prochainement, dans quelques jours, mis en ligne, que vous pourrez le retrouver ou le partager. Et bien sûr, en vous invitant à continuer à assister aux méditations et ateliers proposés par Raja Yoga France. À très bientôt. Om Shanti.